Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Chalon TV pour notre première émission 13 minutes pour convaincre, pour être conseiller départemental. Nous recevons aujourd'hui Françoise Berger-Pelletier et Raymond Gontier, conseillers départementaux sortants. Madame Françoise Berger-Pelletier a été élue à la succession de Christophe Sirugue lorsque celui-ci est devenu maire de Chalon. Elle a été réélue en 2011 et réélue il y a 6 ans avec M. Gontier, qui était à l'époque élu de Champforgeuil. Alors ce canton est un peu spécifique parce qu'il a une entité un peu plus rurale avec les communes de Fragnes-la-Loyère, de Farges, et plus urbaine quand on se rapproche de Chalon avec Champforgeuil, Crissé, Viry-le-Grand et bien entendu les quartiers populaires de Chalon. Les candidats qui sont présents ici aujourd'hui vont nous rappeler un petit peu ce qu'est le conseil départemental, qui est succédé au conseil général. Et ensuite, on évoquera les projets de leur candidature. Alors, vous avez été tous les deux pendant 6 ans conseillers départementaux. Quel est votre bilan de ces 6 ans? Comment vous avez ressenti ça? Qu'est-ce qui a été fait? Parce qu'il s'est fait des choses. Et ce qui n'a pas été fait que vous auriez bien voulu voir faire si vous aviez eu la majorité? Car je vous rappelle, vous étiez dans l'opposition. Alors tout d'abord, merci de nous accueillir dans ce plateau. Et je voudrais également, avec ma collègue Françoise, puisque les événements du jour sont quand même marqués d'un élément exceptionnel et grave en soi, le président de la République, j'espère que ça sera décompté dans notre temps, mais le président de la République a été cet après-midi giflé lors d'un parcours tout à fait républicain et nous le condamnons fermement. Ceci est inadmissible et inacceptable. Et ce qui est arrivé cet après-midi peut malheureusement être l'objet demain ou après-demain avec d'autres élus. Et cela, c'est la conséquence de propos tenus depuis trop longtemps par certaines et certains. Et c'est un engrenage de la violence qui, malheureusement, s'est découlé cet après-midi dans un geste inadmissible. Alors, est-ce qu'au conseil départemental, c'était un peu plus calme? Est-ce que la teneur des débats était démocratique? C'est-à-dire, on peut ne pas être d'accord et se contredire, mais s'expliquer? Ou est-ce qu'il y a eu parfois des moments un petit peu de tension? Nous répondrons à la question. La première question consistait effectivement à mettre en avant quel a été notre bilan. Je voudrais dire, et Françoise viendra rajouter à mes propos, que c'est mon premier mandat qui se termine. C'est un mandat de 6 ans, et c'est à la fois un premier mandat, puisque la loi de 2015 donnait l'obligation de la parité. C'était pour moi une grande richesse de travailler à deux, et c'est également une grande richesse parce que cela nous a permis, tous les deux, d'être encore plus présents au cours de ces 6 années sur le mandat. Et il n'y a pas une association, il n'y a pas une équipe municipale, il n'y a pas un habitant qui n'a pas pu être reçu lorsqu'ils en ont fait la demande. En quelques mots, ce sont des permanences très régulières qui ont été tenues, beaucoup plus fréquentes en début de mandat, mais tous les 15 jours, à partir de la moitié du mandat, avec régulièrement des personnes qui sont venues lors de nos permanences pour des questions propres aux compétences départementales, mais qui sont allées bien au-delà des compétences départementales, et on s'est aperçu et on s'aperçoit que la misère est bien plus importante qu'elle ne pouvait l'être ou qu'elle ne peut être lorsqu'on n'est pas au contact des habitants. Alors pour revenir aux compétences départementales, parce que plein de gens se posent la question, à la fin du mois de juin, il y aura une autre élection, les régionales, dans 1 an, il y aura la présidentielle, il y a eu les élections municipales, les gens, pour l'instant, déjà ils ne votent plus, hein. Là ils sont un peu perdus. Alors, ça sert vraiment à quelque chose ce canton, et ça sert à quelque chose d'être élu départemental? Un conseil départemental, un élu départemental, il siège et il a les compétences qui sont très larges. Je ne vais pas toutes les... Oui, mais les plus importantes. Restant dans la compétence solidarité, qui prend en compte 70% du budget, 647 millions pour 2021, 70% de ce budget, 647 millions, est consacré aux solidarités, c'est-à-dire les allocations individuelles, APA, PCH, RSA,
Et puis tout ce qui est les institutions protégeant l'enfance, accompagnant les personnes dépendantes ou les personnes handicapées. D'accord. C'est vraiment la solidarité humaine qui est à l'œuvre dans une collectivité comme celle-ci. Donc une importance de ce conseil départemental. Dans le quotidien des gens, quand le matin ils sortent de chez eux pour emmener le petit à la crèche, il y a le département qui est derrière. Ils roulent sur des routes qui sont entretenues par le département. Ils emmènent l'ado au collège. Ils pensent, quand ils rentrent au collège, ils pensent éducation nationale. L'État. Mais en fait, c'est aussi le département. Quand l'un d'entre eux a un problème de handicap, eh ben, c'est le département. Quand il passe voir mamie qui a des problèmes de dépendance, qui a des aides à domicile ou qui va en EHPAD, eh ben, c'est encore le département. Tout au long de sa vie, on est appelé à croiser le département, soit soi-même, soit un de ses proches. Donc d'où l'importance de ce conseil l'importance de ce conseil départemental qui a quand même un beau budget à consacrer à ces questions, même si ça reste, on en parlera après, même si ça reste insuffisant encore. Alors, ajouté aux solidarités, il y a bien sûr tout ce qui est lié à l'éducation, les collèges. Ce sont plus de 50 collèges publics. Et sur le canton, nous avons le collège Jean Villard et le collège Prévert. Avec, pour ce dernier collège, des travaux conséquents qui ont pu être obtenus au cours de ce mandat. Et le Jean Villard avait été fait dans le mandat précédent. C'est également des compétences liées à la jeunesse, des compétences liées au sport, à la culture, au patrimoine. C'est également aussi un domaine dont on parle depuis de nombreuses années et qui a été sur lequel j'ai été pendant de longues années, quand j'étais vice-président au Grand Chalon, porteur, et pour lequel nous avons, sur le territoire du Grand Chalon, y compris sur le canton, obtenu la garantie d'un déploiement de la fibre optique à 100%. Donc aujourd'hui, ce territoire est en phase finale de réalisation de fibre optique. Ça a été de longues années de négociations, contrairement à d'autres territoires situés dans le département où il nous faudra attendre 2023. Le territoire du canton est quasiment équipé à 100%. Il y a bien sûr eu des retards liés à la Covid et quelques techniques qui ont fait que ça a pris le temps, mais c'est acté, 100% de la population sera couverte de la fibre optique. Donc il y a une politique départementale définie par le Conseil, et après les conseillers départementaux vont intervenir pour que leur canton soit bien pourvu dans le cadre de la politique. Il y a trois éléments, on ne va pas être trop technique, mais la fibre optique ou le déploiement du THD, on dira qu'il y a trois phases. Il y a ce qu'on a appelé la zone AMI, qui était de la compétence du Grand Chalon à l'époque, d'où la signature pour le canton à 100%. Il y a ensuite eu une deuxième compétence au niveau départemental cette fois-ci, avec les RPI, et puis une troisième phase qu'on a appelée la phase AMEL, qui est également de la compétence départementale. L'intervention d'un conseiller pour son canton. Quand, par exemple, au titre du département, je siège, par exemple, dans un EHPAD. Au conseil d'administration d'un EHPAD, pour ne pas le citer, l'EHPAD Roger Lagrange, qui se trouve dans le quartier des Prés-Saint-Jean. J'y siège depuis le début, depuis 2008. Quand vous voyez les salariés débarquer au conseil d'administration, toutes, je dis toutes parce que c'est essentiellement des femmes, exercer leur droit d'alerte sur leurs conditions de travail, en octobre 2017, vous lancez déjà l'alerte en assemblée, en lisant le texte qu'elles vous ont amené. Une douche tous les 16 jours, 6 minutes pour le matin, 13 minutes le soir, ou l'inverse, peut-être je mélange. Et que 3 ans après, elle recommence en octobre 2020, là vous écrivez au président, et vous intervenez fortement en soutien à l'EHPAD de votre canton en disant, écoutez, il se passe ce qui se passe en assemblée, mais regardez, en vrai, le budget est déficitaire, on n'arrive pas à investir depuis 4 ans, et les salariés sont à bout, il y a un problème. Alors, on va passer à la suite assez rapidement parce que le temps tourne. Quel serait le principal reproche que vous portez à la majorité actuelle? Alors, avant de parler de reproche, je voudrais quand même, parce que raccourcir, même si c'est important ce que nous avons dit,
ce sont quand même plus de 500 dossiers que nous avons portés pour le canton. Pour les communes, ce sont plus de 170 subventions communes associations qui ont été, dont certaines avaient été purement et simplement rayées de la carte au début de la mandature. Je pense à l'Ivralia, je pense à la Croix-Blanche, où il nous a fallu pendant des semaines et des mois, sans parler d'années, avant d'obtenir enfin une subvention amplement justifiée. Ce sont également des interventions conséquentes avec des moyens conséquents. Je prendrai la commune de Viray-le-Grand. Ce sont plus de 540 000 euros pour le territoire de la commune. Pour la commune de Crissé, ce sont près de 300 000 euros qui ont été débloqués. Pour Frasnes-la-Loyère, c'est près d'1 million d'euros, toutes catégories confondues, de participation. Mais ça, on peut dire que c'est le président du conseil départemental qui, généreusement, a décidé d'attribuer de l'argent. C'est pas comme ça. Non, mais justement, il faut peut-être expliquer aux gens... je voudrais ne pas oublier d'autres communes, comme Farges, où c'est près de 100 000 euros qui ont été déployés pour le périmètre. Champforgeuil, c'est près de 4 900 000. Les quartiers chalonnais, c'est près de 4 300 000. Bref, autant de dossiers conséquents que nous avons portés en permanence, Françoise et moi, tout au long de ces 6 années. Donc, ce qui veut dire que le choix des conseillers départementaux est important parce que c'est eux qui vont défendre, selon leur conception politique et leurs priorités sociales ou non sociales, la vie d'encore. Par exemple, un exemple qui va cliver. Ouais. Voilà. On va cliver, allez. On clive. On clive. À droite, on fait la chasse à la fraude sociale. Ouais. À gauche, on fait la chasse à la fraude sociale, oui. Mais surtout, on dit qu'on va faire à la chasse au non-recours au droit. Je vous renvoie à toutes les études. C'est à peu près le double en montant, plus du double, de non-recours par rapport à la fraude. Et la fraude, c'est moins de 1% des allocations. Sauf qu'à chaque fois, le pauvre devient celui qui est responsable de tous les dysfonctionnements. Ce n'est pas notre conception. De même, nous soutiendrons si au débat national venait un revenu minimum, qu'on appellera, je ne sais pas comment, un revenu minimum dès 18 ans. Nous le soutiendrons. Bien sûr, le département seul ne peut pas financer ça. Et il faudra bien qu'il y ait des décisions nationales. Mais nous serons favorables. Est-ce que ce sera un RSA jeune? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, nous sommes dans l'idée qu'il faut accorder à cette jeunesse, et on l'a vu avec la crise sanitaire, une attention bien supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, on va passer à l'avenir. Aussi, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Comment est financé le conseil général? Il n'y a pas le conseil départemental, mais il n'y a pas d'impôt en tant que citoyen. Il n'y a plus d'impôt depuis la réforme de la taxe d'habitation voulue par le président Macron. Donc, tout candidat qui vous dirait « je vous promets, il n'y aura pas d'augmentation d'impôt » est soit incompétent, soit un menteur. Soit naïf. Non, on ne peut pas être un naïf quand on est un politique. Hein. Donc, il ne faut pas tromper les électeurs. Non, aucune majorité à venir n'augmentera les impôts puisque le département n'a plus de pouvoir de taux. Doit-on s'en réjouir? Je ne suis pas certaine qu'une collectivité qui va fonctionner uniquement avec des dotations, puisque ce qu'elle recevait en taxe de foncier bâti est parti au bloc communal, et à la place, l'État va donner une fraction de TVA. La TVA, le taux est fixé nationalement. Le département n'a plus rien, il va juste encaisser. Donc, les prochains conseillers départementaux, quand ils voteront le budget, ne voteront que les dépenses. Les plus de recettes seront affectées. Vous posiez tout à l'heure une question essentielle, le rôle d'un conseiller départemental. Il a été, au cours de ces 6 années, très important. S'il y a un élément, mais parmi une cinquantaine, il y a un élément fort qui a marqué au début de notre mandat, notre présence et notre bataille, c'est la caserne des pompiers de Crissé, qui était programmée sur le rattachement chalonnais. Nous nous sommes, avec l'ensemble des corps des pompiers, nous nous sommes battus pour qu'il y ait le maintien de cette caserne. Et aux côtés des élus communaux qui, eux aussi,
souhaitait maintenir cette... Et dans l'idée que, vous savez, les pompiers, ça fonctionne avec environ 300 pompiers professionnels, et l'essentiel du corps des pompiers, c'est des bénévoles. Or, on sait que pour recruter des bénévoles, il vaut mieux avoir des petites casernes partout que des grandes casernes à un endroit. On sait qu'on est plus facilement sapeur-pompier volontaire dans son village. Voilà. Donc, c'est un bon moyen pour recruter des bénévoles. Donc, aux côtés des élus municipaux qui financent aussi cette caserne, on a souhaité la défendre. Voilà. Alors, si vous parlez, juste un dernier point. Parce que le temps parle et on est déjà à 15 minutes. Juste un dernier point, mais parmi tant d'autres, on parlait de l'éducation, qui est un thème fort aussi pour le conseil départemental et pour lequel nous sommes très sensibles. Donnons l'exemple à Virer-le-Grand, avec l'extension du restaurant scolaire, une subvention conséquente qu'il a fallu rebondir 2 fois pour qu'elle soit prise en compte dans sa globalité. Ça aussi, c'était un point fort. Les maisons de santé à Freune-la-Loyère ou à Champforgeuil, etc., etc., sans oublier Crissé, bien sûr. Alors, quels sont vos projets pour la mandature qui va arriver donc de 2021 à 2027 ? Qu'est-ce que vous proposez pour changer de ce qui se passe actuellement, hein ? Voilà. Il y a deux cibles dans le public qui nous paraissent importantes à vraiment soutenir, c'est la jeunesse d'un côté et nos aînés dépendants ou quand handicapés vieillissants. On voit là que le compte n'y est pas. Il n'y a pas eu de création de places nouvelles en EHPAD. Celles qui ont été construites avaient été obtenues dans le mandat précédent, déployées ensuite, mais il n'y a pas eu de négociation avec l'ARS pour avoir de nouvelles places en EHPAD. Or, on sait, tout le monde le sait, qu'il faut de plus en plus de places. Le maintien à domicile, les conditions du maintien à domicile n'ont pas été travaillées. Et il nous semble qu'il y a un diagnostic départemental à faire et il faut vraiment apporter des réponses aux professionnels du secteur. Elles sont sous-payées, mal reconnues et de toute façon, les associations ou les structures, les CCAS, n'arrivent plus à en embaucher. Il y a aujourd'hui 30% des demandes d'aide à domicile qui ne sont pas couvertes. Il y a les questions autour de l'écologie, même si dans le social, on a du mal à voir comment on emboîte, mais les investissements, par exemple, dans les collèges, ne sont arrivés que sur la deuxième moitié du mandat. Il y a eu un stop sur la première moitié du mandat, ce qui fait, par exemple, que le collège Prévert, dont on est ravi qu'il y ait des travaux, n'empêche qu'ils ne sont pas terminés sur le mandat, alors qu'en 6 ans, il y avait moyen de faire. Il y a un retard sur les bâtiments départementaux, les collèges et d'autres bâtiments, pour faire de la rénovation énergétique, parce que ça nous intéresse tous de dépenser moins d'énergie. Il y a sans doute des politiques à mener en matière d'écologie sur les espaces naturels sensibles, sur la préservation de la biodiversité. Il y a des sujets qui apparaissent et qui sont polémiques et qu'il faudra qu'on débatte plus. Ce qui est peut-être à reprocher à cette majorité, c'est que les projets arrivaient sur la table, ficelés, sans qu'il y ait eu de concertation, ni à l'intérieur du conseil départemental, ni à l'extérieur. Le projet, par exemple, Éclat à Tournu, les associations environnementalistes n'ont pas été consultées, n'ont pas été invitées à la table. Pour le pont de Flairville, on découvre les choses ficelées, voilà. Mais est-ce que ce n'est pas le cas de tous les conseils politiques, municipaux, régionaux, l'Assemblée aussi? Il fut un temps où c'était comme ça, et je pense que le désamour des citoyens pour la politique, c'est justement que les élus n'entendent pas cela. Ils veulent être co-constructeurs des politiques. Demain soir, j'en termine, demain soir, parce que nous pensons que le maintien à domicile est quelque chose qu'il faut travailler, nous allons réunir des salariés qui nous l'ont demandé, des salariés de ce secteur, et nous allons écouter leurs témoignages pour bien comprendre quelles sont leurs difficultés dans leurs conditions de travail, ce qui impacte bien sûr les personnes qu'elles accompagnent, pour que demain, si enfin nous revenons en majorité, ce sujet du maintien à domicile soit alimenté par les propres acteurs, ceux qui travaillent vraiment sur ce secteur. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler maintenant. Et j'ajouterais à ce que vient de dire Françoise, c'est qu'il y a le secteur de la jeunesse qu'il ne faut surtout pas oublier par rapport à nos projets, à notre projet pour la prochaine mandature, surtout quand on prend en compte et en considération la problématique rencontrée au cours de cette période sanitaire. Par exemple, les subventions aux foyers des jeunes travailleurs, elles sont égales d'année en année. Ça veut dire qu'elles n'ont pas bougé depuis 2015.
Un petit mot peut-être avant de conclure sur la campagne électorale qui se mène dans des conditions pas faciles, puisque Covid oblige, pas de réunion publique par exemple. Alors, campagne électorale pour nous, nous avons commencé déjà depuis 6 ans, puisque c'est notre travail qui fait que nous étions en campagne permanente, mais pour le bien des habitants et dans l'intérêt général. Nous sommes dans la continuité. Nous ne ferons pas de réunions publiques pour la simple et seule raison, c'est que les causes sanitaires font que nous sommes respectueux des distanciations et du nombre de personnes. À l'inverse, nous sommes tous les jours, matin, soir ou après-midi, présents sur l'ensemble du territoire du canton. On a choisi d'aller vers plutôt que d'inviter les gens à venir à nous. Et avant que nous venions tout à l'heure, j'ai fait rapidement la synthèse, le calcul de ce que nous avons déjà eu comme contact. Ce sont plus de 2300 personnes. Un beau meeting alors. Honnêtement, on aura encore rencontré plus de gens divers. On s'est fait engueuler aussi. Hein. Ouais. Les gens disent ce qu'ils ont à dire, alors qu'en réunion publique, ils ne le disent pas. Ils écoutent. Généralement, s'ils viennent déjà, c'est qu'ils votent. Nous, on aura pu rencontrer des abstentionnistes. S'ils viennent, c'est qu'ils nous soutiennent. Donc, on ne convainc personne, alors que dans la rue, on peut se confronter, on peut donner des arguments, et puis rappeler qu'il y a un vote, et il y a plein de gens qui ne le savent pas encore. On va... Vous voulez que nous terminions, juste un dernier mot. Un grand merci à Annick Berthier, qui a été effectivement remplaçante de Françoise, à Wadi El Asri, qui a été mon remplaçant. Bienvenue à nos 2 nouveaux remplaçants. Denise Bousquet. Et à Ramzi May, un jeune encourageant, plein de volonté. Et puis je terminerai en disant que nous avons reçu plus de 250 textes de sympathie au cours de ces 6 années. Permettez que je lise un seul parmi ceux-ci. Un très grand merci à nos conseillers départementaux pour la régularité de la communication et pour la qualité du travail fourni durant ces 6 années. Voilà. Donc voilà, En tous les cas, nous avons le sentiment du devoir fait. Après, c'est l'électeur qui jugera. Et c'est le nombre d'électeurs qui jugera, aussi. Parce que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'électeurs. C'est le risque. Comme les municipales de 2020, où on peut être élu avec 20% des inscrits, ce qui, au niveau démocratique, est un non-sens. Ou de vous retrouver face à des fantômes comme une décision. Tout à fait. Merci à vous. Merci à vous. On vous souhaite bonne campagne. Il vous reste encore... on est le 8, 12 jours pour convaincre. Vous serez sur le marché dimanche? On sera sur notre canton. Sur le canton, d'accord. Il n'y a pas de marché sur notre canton dimanche. Il va falloir en créer un peut-être. C'est de compétences communales et nous respectons, chacun sa compétence. Ok, merci à vous. Donc à bientôt pour une prochaine... Voilà donc le document. Voilà, donc voilà les candidats. Donc la prochaine émission sera aussi sur la thématique des départementales avec d'autres candidats. Donc nous, on va couvrir 4 cantons, Châlons 1, Châlons 2, Châlons 3 et Saint-Rémy. Hein, on s'arrêtait là. Bon. Et on aura à peu près 6 ou 7 paires d'invités de tous les partis républicains. On a invité tout le monde, je le signale. Après, viennent ceux qui veulent. Donc, si vous ne voyez pas les Républicains, par exemple, c'est qu'ils n'ont pas voulu venir parce qu'ils ont été invités comme tout le monde. De même que nous avons invité le Rassemblement national parce que c'est un parti politique officiel. Il n'y a pas de raison de ne pas entendre ces propositions. Merci à tous.